par les conditions sanitaires. Donc on a essayé du coup de s'adapter et de faire un format certes à distance, mais en essayant de faire en sorte que vous puissiez participer le plus possible à travers les questions que vous pourrez poser aux différents intervenants. L'objet de cette rencontre, c'est que, vous le savez, il y a eu des élections municipales qui se sont déroulées cette année entre mars et juin. De nouvelles équipes se sont installées. Elles ont des désirs, des projets, souhaitent intervenir sur leur commune pour la développer, pour la dynamiser, pour faire venir des nouveaux habitants. Et certaines d'entre elles se posent la question de comment hiérarchiser les différents projets, par quel bout, j'allais dire, prendre la question. Et c'est bien tout le sujet de cette rencontre, la campagne Espace de projet. Je vais tout de suite donner la parole à Sophie qui va m'accompagner pour présenter cette rencontre. Bonjour à tous, Sophie Aubény, urbaniste au CAE de la Vienne. Les questions et les enjeux que nous souhaitons aborder ensemble aujourd'hui sont en lien avec l'adaptation des territoires ruraux aux transformations sociales et environnementales auxquelles nous devons faire face. Tout d'abord, changement des pratiques de travail avec le télétravail, la création des tiers-lieux et la nécessaire mobilité. Changement des modes de consommation avec le développement de la vente directe en parallèle de celui du e-commerce. Changement des structures familiales avec le phénomène de desserrement des ménages et les recompositions familiales, comme autant de facteurs qui influent notre manière d'habiter le territoire et bien sûr évolution des modes de communication. Pour ceci, nous vous proposons de réfléchir à ces transformations, aux moyens de s'y adapter, à travers tout d'abord des témoignages d'élus, puis nous poserons quelques bases théoriques et enfin nous vous proposerons une boîte à outils mobilisable pour parvenir à vos objectifs. Merci Sophie. Je suis également secondée par Adeline. Alors, oui, excusez-moi. Du coup, je me présente, Adeline Courtois. Donc, je suis chargée de communication et médiatrice culturelle au CAE. Donc, vous assistez à ce webinaire qui ne nécessite en fait pour vous aucune manipulation ni de micro ni de caméra. Donc, vous pouvez interagir avec nous grâce à la fenêtre blanche qu'il y a sur la droite de votre écran. Donc, il y a d'abord un système de chat sur le premier onglet qui permet d'échanger entre vous tous, entre nous tous. Ensuite, il y a une partie questions, un onglet questions qui est très important puisque nous vous invitons en fait à y poser toutes vos questions en lien avec le sujet que nous abordons donc évidemment aujourd'hui. Donc, ces questions pourront être relayées évidemment en direct auprès des intervenants que l'on a aujourd'hui. Vous avez également un système de vote au niveau de ces questions qui nous permettra en fait de sélectionner les questions qui auront suscité le plus de votes. Après, on pourra peut-être pas répondre à l'ensemble des questions, donc on fera une réponse après le webinaire par mail aux personnes qui nous auront posé ces autres questions. Et du coup, donc je vous informe également que ce webinaire est enregistré et que le replay sera disponible dans quelques jours, voilà, sur notre site internet, où vous retrouverez également une page avec l'ensemble des ressources qui seront relatives à cet événement aujourd'hui. Donc, nous sommes actuellement plus d'une centaine de participants connectés à ce webinaire et on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Merci Adeline. Et effectivement, pour commencer, donc, il n'a pas pu se libérer malheureusement pour être présent, mais il a tenu à vous présenter sous forme de vidéo cette petite intervention. Donc, le président du conseil départemental, Alain Pichon, est premier vice-président du CAE. On le regarde tout de suite. Bonjour à tous, désolé de ne pouvoir être à vos côtés pour ce webinaire. La campagne Espace de projet, j'y crois depuis toujours. Nous en sommes tous convaincus, probablement ici autour de ce thème. La campagne, le confinement qu'on a vécu au printemps et maintenant à l'automne, nous fait nous rendre compte que la campagne, effectivement, est l'espace où on peut vivre heureux, vivre connecté, bien sûr. Le département travaille là-dessus pour que toutes les habitations de la Vienne soient fibrées d'ici 2025.
Les communes travaillent dessus, il y a des tiers-lieux qui peuvent être aidés par exemple, l'appel à projet du département concernant l'aménagement des centres-bourgs et des centres anciens. Et puis aussi l'artisanat, le commerce local. La vie à la campagne est une vie riche, une vie heureuse. On met le micro. On règle les petits détails techniques au fur et à mesure. Désolé. Alors, effectivement, premier intervenant. Donc, il s'agit de Pascal Duguet, maire de Chédigny. La commune de Chédigny compte 560 habitants en Indre-et-Loire, à quelques dizaines de kilomètres au sud-est de Tours. Et la commune de Chédigny a été labellisée en 2013 jardin remarquable. La particularité étant que pour la première fois, ce label était attribué à l'ensemble de la commune en faisant de fait un village jardin. On regarde tout de suite l'interview filmée. Chédigny, en 1990, c'était un petit village de campagne, tout simple, sans intérêt particulier, sans bâtiments qui ont une architecture particulière. On a une église qui est d'origine du XIIIe, mais on a des châteaux qui sont éloignés, mais qui sont pas classés. Enfin, voilà, on n'a pas grand-chose de particulier. Les habitations, à part quelques-unes qui sont très belles, n'ont pas un caractère architectural qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, et c'était donc un village traversé par une rue principale où circulaient toutes sortes de véhicules, camions, tracteurs, voitures, et où le piéton avait très peu de place. Alors la démarche est venue de l'ancien maire, qui a été maire pendant 40 ans, qui était plus jeune maire, et qui a dit on va redonner le village aux Chédignois, de manière à ce qu'ils puissent profiter de l'extérieur, qu'on est dans une époque où on est tous collés à la télé, et l'idée c'était de dire sortez votre nez dehors et profitez de la rue, installez-vous avec les copains et la famille dans la rue, installez une table, prenez l'apéritif, déjeunez, d'ailleurs on organise tous les ans un repas de rue de manière à ce que chacun on sorte toutes les tables et chacun s'installe avec son panier et on mange tous ensemble. Voilà, l'idée c'était de redonner la rue aux Chédignois. Alors l'idée donc d'en donner le village aux Chédignois, c'était il faut dévier la circulation. Donc on a commencé par créer une déviation pour que les voitures ne passent plus dans le village. Donc on appelle ça la rocade de Chédigny. C'est un grand mot, mais ça nous fait beaucoup rire. Mais n'empêche que les voitures, les camions qui n'ont rien à faire dans le centre-bourg, sauf les riverains qui eux rentrent dans le centre-bourg. Sinon les autres, ils dévient le centre-bourg. Et donc ça a été la première démarche. La deuxième, c'est de dire on va planter quelques rosiers par-ci par-là pour égayer un peu les façades qui n'avaient pas spécialement un intérêt particulier. Et puis on s'est pris au jeu. On a supprimé les trottoirs, on a refait l'assainissement, donc on a enterré tous les réseaux électriques et téléphoniques dans le sol. On a supprimé les trottoirs et on a planté des fleurs de plus en plus au fil des années dans tout le village. Il y a eu donc effectivement toute la zone, il y a eu aussi les commerces, le maintien des commerces. On a recréé une boulangerie, on a recréé des restaurants, on a recréé une charcuterie, il y a un salon de coiffure, il y a le centre de loisirs on a fait une extension du centre de loisirs donc avec un bâtiment en paille. On a reconstruit avec des grosses bottes de paille, une ossature bois avec des panneaux photovoltaïques. Donc on a un village qui s'étend de plus en plus. La dernière chose importante qu'on a fait, c'est la recréation de l'agence postale communale. On avait un point poste qui était dans un commerce qui malheureusement était un peu compliqué à tenir. Donc on a dit on va recréer une agence postale communale. En l'espace de 10 ans, on a pris une centaine d'habitants qui sont venus s'installer. On a beaucoup quand même de gens d'un certain âge qui viennent profiter de leur retraite à la campagne et profiter des belles fleurs, mais qui sont des gens, des bénévoles très utiles puisqu'ils ont du temps libre et qui nous aident beaucoup. Nous, on est un village aussi où on a quand même beaucoup de bénévolat. Et puis,
le monde associatif, quand même, c'est ce qui permet aujourd'hui, ça crée un tissu social et on peut pas y couper. On peut pas vivre, nous, en autarcie, en disant on est notre commune, on fait ça. Si on n'avait pas les associations, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait pas financer. Ça, c'est sûr. Ben, le résultat, c'est une certaine renommée. Hein. On a quand même pas mal de gens. On a entre 80 et 100 000 personnes qui viennent par an, qui viennent visiter le village. Donc la renommée, voilà, c'est ce qui fait tout. Ça permet au commerce de fonctionner, ça permet beaucoup de choses. J'ai pas vraiment de regrets. J'ai un petit sentiment quand même qui m'embête un peu, c'est qu'on a beaucoup de, mais c'est très bien d'un côté, on a beaucoup de gîtes et chambres d'hôtes, mais par contre, on a peu de place pour que des familles s'installent, quoi. Ça, c'est un petit peu le problème. C'est la rançon de la gloire. De surtout se faire aider, d'avoir des gens compétents pour les aider, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Après, il faut surtout limiter le passage des voitures aussi, surtout limiter les véhicules, laisser plus d'espace aux piétons et aux végétales. Sophie, est-ce qu'on a des premières questions qui apparaissent ? Pas de questions spécifiques pour l'instant, juste donc je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous tout au long de ce webinaire à travers l'onglet questions qui est donc à droite de votre écran en haut et non dans le chat, sinon on ne pourra pas y répondre. Et puis après, pour chaque question, vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes afin que je puisse en faire la synthèse et la poser aux participants. Parfait, merci. Alors du coup, on va commencer, Annie Lagrange, avec vous sur la deuxième intervention qui était prévue. Alors vous êtes Annie Lagrange, maire de Lussac-les-Châteaux. Vous l'avez été, puisque c'est plus tout à fait le cas, vous l'avez été pendant 19 ans, de 2001 à 2020, donc aux dernières élections municipales, avant de passer la main à Jean-Luc Madège, tout en restant, de votre propre décision, tout en restant aujourd'hui au sein du conseil municipal en tant que simple conseillère, nous avez-vous dit. Voilà. Alors Lussac-les-Châteaux, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette commune, cette ville, est située dans la Vienne sur l'axe Poitiers-Limoges, à environ 45 km de Poitiers. La commune compte à peu près 2300 habitants. C'est un chef-lieu de canton et à ce titre accueille 2 écoles élémentaires, une privée, une publique, un collège et un certain nombre de services et de commerces. Alors avant de regarder la petite interview qu'on a faite avec vous par rapport à la présentation du projet de Chédigny, est-ce que à Lussac, la place du végétal a été aussi importante dans l'aménagement de votre commune? Oui, tout à fait. Nous avons végétalisé notre commune au moment où nous avons réalisé notre projet d'aménagement du centre-bourg. Notamment sur une des places, la place la plus commerçante, qui n'avait aucun végétal, aucun arbre. Et là, nous avons, vous le verrez dans la vidéo, nous avons installé des terrasses devant chaque commerce et pour que les clients soient tranquilles, eh bien, nous avons créé des massifs qui séparaient la circulation des clients qui sont installés, qui s'installent sur les terrasses, de façon à ce qu'ils puissent y vivre tranquillement. Donc, nous aussi, notre commune est traversée par une nationale. Alors là, c'est un peu différent. Et là aussi, toute la partie de la nationale qui traverse notre commune a été végétalisée. Nous avons, nous, la chance d'avoir des très grands trottoirs. Donc, nous avons fait une place au végétal et une place pour les piétons et les vélos. Donc, ces piétons et ces vélos sont séparés de la circulation par de grands massifs et des arbres, bien sûr. Le végétal a eu une très grande place. On va tout de suite regarder la vidéo de l'interview que vous nous avez accordée.
le projet de départ, il date de 2001, quand j'ai été élue avec toute mon équipe. Nous avions l'intention et le projet de moderniser notre commune. Et nous avons commencé notre démarche en en s'adressant à un cabinet d'études pour qu'il nous fasse un état des lieux. Nous avons fait une consultation pour avoir avec nous un architecte urbaniste. Et c'est lui qui a réalisé l'étude sur toute notre commune. Pensez bien que ce n'était pas en un mandat que nous pouvions réaliser tous ces travaux. Et là, il a phasé 4 phases. 4 phases, ça fait presque 4 mandats. Et en effet, il nous a fallu 3 mandats pour réaliser cet aménagement. Et la quatrième phase n'est toujours pas faite puisque nous attendons le contournement de Lussac. Et à ce moment-là, les deux entrées, celle de Poitiers et du côté Poitiers et du côté Limoges, seront réalisées. C'était celle que les Lussacois attendaient, c'était le réaménagement de la place Saint-Sornin, qui avait vraiment besoin de rajeunissement, mais surtout de renouveler les équipements. Et là, la place a été ouverte, vraiment, ça a été un très gros chantier. Et puis ensuite, eh bien, nous avons aménagé cette place. Et comme c'est une place commerçante, nous avons souhaité à ce que tous les commerçants, notamment les restaurateurs, aient une terrasse pour que l'on puisse profiter de cette place un peu fermée et qui est un petit peu éloignée de la circulation de la 147. Il y a eu l'aménagement des places, bien sûr, l'aménagement de la 147, ce qui a été un très très gros travail, mais il n'y a pas eu que l'aménagement de l'environnement, il y a eu toutes les structures. Il a fallu, nous avions une magnifique MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, mais nous avions aussi un musée qui était vieillissant et nous n'avions pas de bibliothèque ni de médiathèque. Et là, il y a eu un énorme projet, un très très gros projet, un projet qui était un petit peu, je dirais, ambitieux pour une petite commune comme la nôtre, mais avec l'aide de tous, avec l'aide, eh bien, là nous nous sommes entourés des services de l'agence technique départementale, et ils nous ont aidés aussi, bien sûr, à choisir notre architecte, l'agence Baudouin-Angèle, et qui nous a réalisé quelque chose de très confortable et qui est remarquable, je dirais. Mais comme autre projet qui est une grande satisfaction, c'est la maison médicale. La maison médicale qui a été un grand succès, et grâce à nos professionnels de santé qui en ont fait la demande, et la commune, bien entendu, a tout de suite répondu d'une façon positive. Et nous avons eu la chance d'acheter un terrain en plein cœur de Lussac-les-Châteaux, une ancienne scierie, et nous avons pu réaliser ce bâtiment, cette maison de santé en plein cœur de Lussac. C'est d'avoir rajeuni Lussac-les-Châteaux et d'avoir mis notre commune à sa place, c'est-à-dire chef-lieu de canton. Un chef-lieu de canton qui doit avoir les services et les bâtiments, les structures qui sont nécessaires, non pas simplement pour les habitants de Lussac, mais pour les habitants des 10 communes qui viennent régulièrement chez nous y trouver les services. Il ne faut pas se précipiter. Il faut déjà faire un état des lieux, savoir où en est sa commune,
et ensuite de bien s'entourer. Et là, nous avons la chance maintenant d'avoir le CAUE, l'agence technique, et il faut s'entourer de ces services-là pour nous aider à bien phaser tous les travaux qui sont à faire dans une commune. Et surtout ne pas les faire au coup par coup, parce que là on est sûr qu'on va se planter. Alors que quand on a un programme, et je pense que nos habitants y sont très sensibles. Donc je passe tout de suite la question à Sophie, et puis vous allez allumer votre micro si vous voulez bien. Et Sophie va vous poser les questions des webinautes qui participent avec nous à cette rencontre. Est-ce que la commune de Bussac-les-Châteaux a fait appel à un paysagiste pour réaliser ces aménagements? Dans la négative, à quel professionnel s'est-elle adressée et quelle place en fait pour la voiture et pour le partage de l'espace pour tous? Alors, nous nous sommes adressés à un architecte, je peux nommer l'architecte Formacis, et dans son équipe, bien sûr, il avait un architecte paysagiste. La place de la voiture. Alors, la place de la voiture, c'est très compliqué, hein, parce que monsieur le maire de Chédigny a beaucoup de chance d'avoir pu faire une petite rocade. Nous sommes traversés par la 147 et là, nous ne pouvons pas la dévier. Il y a un grand projet de déviation que nous attendons. Mais en attendant, il fallait une place pour tous. Et l'architecte Formacis a essayé de ralentir la circulation sur la partie centrale, enfin, sur la partie qui concerne notre commune. Tant qu'à l'intérieur de dans le centre-bourg, eh bien, nous avons fait un sens de circulation pour essayer que la place centrale, enfin la place commerçante, soit moins encombrée par les voitures. Ça a été très compliqué parce que, comme je vous l'ai dit au départ, cette place, elle n'était pas du tout végétalisée. Donc, ça voulait dire qu'il y avait une place pour la voiture presque 100%. Et nous avons eu quand même beaucoup de soucis pour faire admettre que simplement les clients de nos commerçants pouvaient stationner sur cette place. Bon, il a fallu pendant un certain temps courber l'échine et entendre et puis dialoguer avec nos commerçants. Mais maintenant, je pense qu'ils ont tous bien compris qu'il était bien plus facile d'accéder à leur commerce. Ça se passe bien. Mais il faut être patient en toute chose. Très bien, merci. Alors un troisième témoignage. J'espère que cette fois on pourra le faire participer en direct à travers la visio. Donc il s'agit de Jean-François Perrin. Jean-François Perrin qui est maire de Blon. Il en est maire depuis 2001. Il est également conseiller départemental et le nouveau président de la communauté de communes qui s'appelle le Haut-Limousin En Marche. Donc on le voit à l'écran, ce qui est déjà un très bon signe. Alors Monsieur Perrin, est-ce que vous vous êtes reconnu déjà dans les témoignages de Pascal Duguet et d'Annie Lagrange qui ont été projetés? Est-ce que ça ressemble à ce que vous avez vécu sur votre commune? Dans l'esprit, ça ressemble. C'est des communes un petit peu différentes, bien sûr, mais l'esprit de regarder ce qui existe, de le transformer pour que sa commune soit plus attractive, plus accueillante, c'est ça. Les jardins d'un côté, la circulation, la mise en valeur de la place. Bussac-les-Châteaux, que je connais un petit peu, c'est une commune qui a une force de frappe plus forte que la nôtre, on va dire. Très bien. Alors, on va tout de suite regarder la vidéo de votre interview et puis on pourra continuer à vous poser des questions. De toute façon, c'est jamais inutile de mettre des gens autour d'une table pour réfléchir et penser l'avenir proche avec les habitants et les élus. C'est jamais perdu, ça. C'est venu avec le temps, mais dans le cadre du pays, notamment, c'est-à-dire 2 communautés de communes, en gros ici, on s'inscrit sur une volonté de politique d'accueil, parce qu'il y a un seuil de déprise où on ne peut plus proposer, on ne peut plus être attractif. Il fallait
qu'on arrête la chute, qu'on la limite au maximum pour ne pas devenir complètement inintéressant pour les populations extérieures. On a beaucoup travaillé avec le pays, avec l'ingénierie territoriale, parce qu'on est des élus, on a vaguement d'idées, mais on manque de temps et de compétences. Donc là, le but, c'était de lancer une étude plus fine, parce que nous avions fait des opérations sur la commune, mais un petit peu au coup par coup. Une fois, on rénove une ruelle, une fois, on va voir si on ne peut pas acheter un bâtiment pour en faire quelque chose. Et à un moment, j'ai dit, stop, il faut maintenant qu'on ait une vision globale de cohérence pour pas qu'une idée qu'on a nuise à une idée future, en disant, tiens, si on avait su, on n'aurait pas fait ça. Et là, le pays à nouveau nous a aidés, en nous aidant à monter la candidature, le dossier de candidature pour une équipe qui est venue travailler ensuite sur le centre. Je crois que la difficulté, à un moment, c'est de franchir le pas. C'est un peu bête, c'est juste un petit déclic. Une fois qu'on a été décidé, on a été aidé, je vous le dis, par le pays et pour bâtir le cahier des charges, par Leader pour les finances. Il y avait déjà des choses qui ont été achetées, réalisées par la commune, notamment une réalisation un peu paysagère, mais ce qui est important, c'est de mettre de l'activité dans certains lieux. Donc on a repéré quelques îlots. Sur ces îlots bâtis, on a négocié un partenariat avec l'établissement public foncier, et ça aussi c'est nouveau et c'est important. Si on n'avait pas fait l'étude, l'EPF n'aurait eu, je pense, pas vraiment d'intérêt à être partenaire de la commune comme la nôtre. Donc là, l'étude leur a montré qu'on était vraiment engagé sur une dynamique. Donc là, on a signé une convention avec eux. Il y a eu un appel à projet de la région qui nous a permis de recruter sur un an une ingénierie dédiée. Quelques-uns, d'abord les échanges avec les habitants et aussi la visite sur le terrain avec des professionnels. Et là, vous vous posez avec quelqu'un qui vous montre votre village comme il le voit de l'extérieur. Oui, ça m'a marqué. J'aimerais qu'un immeuble, au bout d'un an ou deux, il soit occupé par une activité nouvelle, quelle qu'elle soit, peut-être que je n'imagine pas moi, mais qui nous aurait été trouvée en partenariat avec la personne qu'on a recrutée. Moi, je crois que c'est possible. Et de toute façon, c'est jamais inutile de mettre des gens autour d'une table pour réfléchir et penser l'avenir proche avec les habitants et les élus. C'est jamais perdu, ça. Alors toujours pareil, Sophie, on interroge les questions qui ont pu être posées sur le chat à Monsieur Perrin. Donc il y a un certain nombre de questions en lien avec la concertation. Quelle place pour la concertation avec les habitants et les acteurs, notamment? Très bien, on va commencer par ça. Alors Monsieur Perrin, la concertation, comment ça s'est passé avec vos habitants? Mais ça a été assez simple, assez sympathique. On a ouvert, bien sûr, il y avait les élus, leurs relations, des gens qu'on sentait un petit peu impliqués. On les a invités à venir avec nous. Le cabinet d'études a fait des groupes de travail. On s'est baladé dans la commune. Pour être honnête, c'était encore possible à l'époque. On a offert à chaque fois qu'il y avait des interventions, 3 ou 4 fois dans l'année, un petit casse-croûte à midi avant de reprendre les activités l'après-midi. Ça fait pas de mal, un peu de convivialité. Et on n'a pas eu une foule d'impliqués, mais on a eu quand même pas mal de monde et vraiment impliqués, quoi, avec des idées, une participation intéressante. Très bien. Et une question qui a été posée, Sophie? Oui, une question sur la mobilisation de l'établissement public foncier en zone rurale. Alors ça a été un petit peu... Ils étaient venus sur la commune, à la sous-préfecture, faire la présentation de leur activité au moment de la fusion des régions. Donc, on n'avait pas encore d'établissement sur la Nouvelle-Aquitaine. Et ils nous avaient, enfin, moi, j'étais à cette réunion, ils m'avaient un peu convaincu que ça pouvait être important, parce que je le disais, je le faisais avec un peu d'ironie pour l'USAC, on a quand même besoin d'une force de frappe pour faire ça, même si on est largement subventionné, il y a un moment où il faut mettre un peu d'argent communal. Et donc, j'ai cherché partout où j'ai pu les subventions et les aides possibles. Et l'EPF, sur 1 ou 2 îlots qu'on a repérés, est partenaire et accepte de négocier avec des propriétaires pour voir s'ils ne peuvent pas acheter, mettre sous le coude le temps qu'un projet réaliste voit le jour. Mais je l'ai dit dans l'interview, je pense que je ne suis pas sûr qu'ils seraient venus comme ça si on leur a dit venez nous aider. Ils sont venus parce qu'ils avaient vu que l'étude était lancée, qu'on avait un vrai projet, une vraie dynamique, une vraie volonté de faire des choses.
Alors, je ne sais pas si M. Duguay a pu nous rejoindre là, mais une question que je voulais poser, moi, à Annie Lagrange, et puis on va pouvoir croiser un petit peu les témoignages, c'était par rapport aux activités commerciales. Est-ce que vous avez eu l'impression, pendant la mise en œuvre du projet, que ça a progressivement soutenu, aidé les commerces en place à se maintenir, voire permis la création de nouveaux commerces ou services? Alors oui, la partie commerciale a été très importante à Lussac-les-Châteaux. Et les commerces sont, vivent correctement. Mais l'aménagement de la 147, ce qui pourrait être étonnant en se disant... il ne s'installe pas sur la 147. Et si tous les nouveaux commerces que nous avons eus et ceux qui ont des projets d'avenir, eh bien, ils veulent être sur la 147 pour avoir une vitrine sur le tourisme, sur le passage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. Ça a été un changement parce que dans nos rues, les rues les plus éloignées maintenant sont vides de tout commerce et deviennent des maisons d'habitation. Et les commerces qui étaient dans ces rues adjacentes se retrouvent sur la 147. Très bien. Et vous, Monsieur Perrin, donc vous avez évoqué tout à l'heure une étude initiale qui avait été un petit peu fondatrice par rapport à votre projet et aux différents volets que vous avez mis en œuvre. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu des grandes conclusions qu'avait fait apparaître cette première étude? Alors, déjà, pour citer des partenaires, on a besoin de partenaires pour commencer. Donc, on a fait quelques idées des élus. Mais là, je vous ai parlé du pays parce qu'on avait l'ingénierie sur ce territoire, un pays. Mais il y avait aussi les services ça s'appelle la DAC chez nous, mais c'est ce qui a été évoqué par vos intervenants, c'est-à-dire de l'ingénierie du Conseil général pour des aides à projets. Il y avait aussi le CAUE qui a été partenaire. Et nous avions déjà, à peine élu en 2002, demandé à l'État de nous faire un plan de référence qui nous a été utile, vous voyez, 15 ans après, qu'on a ressorti et qui nous a été utile aussi. Donc, pas mal de partenaires. Très bien. Et puis, une dernière question, Sophie, par rapport aux participants. Oui, que si certains d'entre vous n'ont pas de réponse directe pendant ce webinaire, nous ne manquerons pas d'y répondre de manière exhaustive à l'issue de celui-ci. Merci. Parfait, merci. Alors, après ces témoignages, se pose la question de la reproductibilité des expériences que vous avez eues dans vos communes pour des équipes qui voudraient initier sur leur propre territoire des démarches semblables. Et pour avoir des méthodes, des outils qui soient justement appropriables, on s'est tourné vers des universitaires. On a la chance d'avoir à Poitiers une université qui intervient sur de nombreux domaines et on a notamment sollicité Jean-Louis Yengué, donc qui, j'espère, est avec nous, qui n'est pas avec nous. Donc, on a perdu un deuxième participant, malheureusement. On va essayer de le raccrocher. Alors, en tout cas, il est enseignant-chercheur au sein du laboratoire de recherche Ruralité. Et il y en a un dont on est sûr qu'il est présent puisqu'on a eu la bonne idée d'enregistrer l'interview avant aujourd'hui de manière à pouvoir vous la diffuser. C'est son collègue. Il s'appelle Dominique Royoux. Tous les deux, donc ils sont, je le disais, enseignants-chercheurs au sein de l'université de géographie, au sein de ce laboratoire Ruralité. Et Dominique Royoux donc, ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais finalement ça nous rend service, on ne le savait pas. Et il a bien voulu résumer pour nous de manière très concise et très structurée les grands thèmes qu'il est nécessaire de prendre en compte lorsqu'on veut conduire et réussir un projet sur sa commune. On va regarder tout de suite la vidéo. Pour bien concevoir un projet communal, il faut se rendre compte qu'on est aujourd'hui dans une société, même au niveau local, diversifiée. Et donc, il faut répondre à des besoins diversifiés et concevoir des réponses diversifiées. Moi, aujourd'hui, je pense que pour tout type de projet, à l'échelle communale ou intercommunale, il faut passer par 6 têtes de chapitre, 6 points qui me semblent importants. Le premier, c'est de répondre à des services correspondant aux demandes de toutes les générations. Il faut avoir accès sur la commune à des équipements de la petite enfance jusqu'au bien vieillir.
Le second qui va avec, c'est concevoir de l'habitat diversifié. C'est parfois pas facile, notamment en milieu rural, d'inclure des formes d'habitat social dans les formes d'habitat majoritaires d'accession à la propriété, mais c'est important d'avoir des petits logements, des grands logements, des logements en location, des logements en accession. C'est très important aujourd'hui en matière de réponse aux besoins locaux et de réponse en matière d'attractivité. Le troisième, c'est de concevoir une offre de service. Alors là, pas forcément au niveau strictement communal, mais également à l'échelle du bassin de vie. Et avoir à portée de main des services de proximité, comme la poste, comme les métiers du bâtiment, très important dans le milieu rural ou périurbain, d'avoir un restaurant à proximité, d'avoir une petite supérette qui peut jouer le rôle de multiservice d'ailleurs, une boulangerie, un fleuriste. Voilà, c'est peut-être une liste à l'après-vert, mais il y a aujourd'hui des types de services qui sont absolument nécessaires pour pas avoir recours forcément à ce même type de service qui existe en ville, bien sûr, de manière automatique. Ça, c'est un bloc, l'offre de service, qui me paraît aujourd'hui constitutive de la bonne vie en milieu rural, en milieu périurbain et dans les quartiers urbains également. Et puis, il y en a un quatrième, c'est s'intéresser aux demandes de mobilité. Aujourd'hui, c'est fondamental. La mobilité à la fois qui existe déjà, les formes de mobilité qui existent déjà, comment gagner de mon village, de mon bourg-centre, de ma commune, la gare la plus proche, et comment collectivement on s'organise pour le faire, mais aussi concevoir sur place une offre de mobilité tout à fait moderne, et c'est une source d'innovation permanente. C'est aujourd'hui indispensable parce que c'est une condition d'insertion des jeunes dans la société ou de ceux qui n'ont pas les moyens, en milieu rural ou en milieu périurbain, de s'offrir une deuxième voiture ou même d'avoir accès à un moyen autonome de mobilité. Et puis, il faut s'intéresser, du point de vue du développement économique, à étoffer la spécificité des communes rurales et périurbaines, c'est-à-dire la localisation de l'artisanat, et étoffer autour des services de sous-traitance ou d'appui au développement de l'artisanat. Pourquoi pas concevoir un groupement d'employeurs qui emploie plusieurs comptables pour plusieurs entreprises qui n'ont pas les moyens de s'offrir toutes seules un comptable. Ces services collectifs du développement économique sont aussi très importants à prendre en compte. Et c'est pas le moins important, concevoir des espaces publics ou de nouveaux espaces publics aussi en milieu rural et sur les communes rurales et périurbaines. Par exemple, concevoir un lieu de rassemblement des jeunes, avoir du goût pour l'aménagement de son espace public sous forme de bancs, sous forme de cohabitation entre la déambulation rapide ou lente. Tout ça, c'est important, et tout ça, le trait commun, c'est la mobilisation de la citoyenneté, des gens, des habitants, des navetteurs, des gens qui viennent même ponctuellement dans la commune, pour savoir comment, avec eux, tous ces points que je viens de citer, les aménager au mieux et au plus près des besoins de la commune. On ne donne pas des recettes toutes faites, on donne des points d'entrée là, et à l'intérieur desquels il y a toute l'inventivité possible pour les acteurs, élus, habitants, citoyens, pour s'approcher au mieux des besoins exprimés. En quelque sorte, moi j'ai un peu trois mots-clés en termes de projet communal ou de projet territorial à promouvoir: diversification, coopération, mobilisation. Diversification parce que, vous le voyez bien, il faut à la fois, pour répondre à des besoins de plus en plus diversifiés dans nos sociétés contemporaines, articuler plusieurs politiques publiques entre elles. De l'habitat, avec de l'équipement, avec de l'offre de services, et tout ça dans un cadre où on régénère la citoyenneté. Il faut de la coopération, parce qu'on ne trouvera pas toutes les solutions au niveau local, on les trouvera parfois à l'échelle intercommunale, parfois au-delà. Et la notion de bassin de vie, moi je l'aime bien en tant que géographe, pour essayer parce que c'est le bassin de vie, c'est là où 80% de ces ressources et de ces services dont on a besoin, on les mobilise. Et puis la mobilisation, c'est important, pas seulement au moment des élections, mais tout le temps.
il y a de multitudes de sujets qui, en fait, ne sont pas immédiats en termes de solutions et qui nécessitent d'avoir en permanence la nécessité de recueillir les avis des uns et des autres. Alors, normalement, on devrait pouvoir échanger avec Jean-Louis Yengué. Monsieur Yengué, est-ce que vous m'entendez? Pour l'instant, c'est pas flagrant. Vous m'entendez? Ah, parfait. On a le son et on a l'image. Je vous avouerai que je suis ému. Merci, je suis vraiment désolé du contretemps, mais je vous ai suivi en partie. Bon, ne soyez pas désolés, c'est la technique qui nous réserve toujours des surprises, parfois bonnes, parfois mauvaises. Bon, on s'adapte, c'est pas grave. Alors, vous avez pu suivre l'intervention de votre collègue et ami Dominique Royoux. De toute façon, vous connaissez bien son discours pour avoir travaillé avec lui depuis longtemps. Et vous avez vous-même travaillé plus particulièrement en tant que géographe et sociologue. Vous avez une double formation sur la relation de l'homme au végétal. Et par rapport à la situation très particulière qu'on traverse aujourd'hui en 2020, avec la crise sanitaire qu'on traverse, est-ce que vous avez l'impression que les filières courtes, la production locale, la vente directe, qui ont été vraiment mises à l'honneur, qui se sont beaucoup développées, font que le regard qu'on porte sur la campagne a quelque part évolué et qu'on a peut-être redécouvert un petit peu la campagne comme un lieu de production vivrière? Oui, je partage totalement ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'avec la crise de la Covid, il y a des perdants, on les connaît les perdants, mais je pense qu'il y a des gagnants, c'est encore tôt pour le dire, mais je le pense sincèrement. Et les gagnants, ce sont les espaces ruraux, qui deviennent des espaces attractifs. C'est vrai qu'on parle du local, on parle de circuits courts, mais surtout on parle maintenant de qualité de vie. Et je pense que les espaces ruraux, en tout cas ceux qui en sont aux manettes, doivent se saisir de cette opportunité. Et c'est saisir de cette opportunité. Alors, je vais revenir sur quelques mots qu'a dit Dominique Royoux, mais je vais les présenter autrement. Demande d'intégrer de nouvelles fonctions de l'espace rural. On parle maintenant de multifonctionnalité. Plusieurs acteurs viendront vers vous, vers nous, dans les espaces ruraux. Il faudra les intégrer dans leur diversité. Donc, ce ne sera pas que des ruraux, ce ne sera pas que des agriculteurs, ce ne sera pas que des maraîchers, etc. Il y aura de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, l'espace rural deviendra un espace de projet. Et dans ce projet, il faudra intégrer tout le monde. Les fonctions nouvelles de l'espace rural qui dépasseront seulement la fonction agricole ou la fonction du petit commerce, mais également peut-être pourvoyeur de produits de qualité, etc., etc. Merci. On va regarder tout de suite la deuxième intervention de Dominique Royoux. Alors, les territoires ruraux et périurbains ont de véritables atouts puisque aujourd'hui en France, toutes les communes qui vont de 500 à 25 000 habitants se développent démographiquement, la plupart des communes. C'est même là que l'on constate un développement démographique qui est supérieur d'un tiers à la moyenne nationale sur les 10 dernières années. Donc il y a bien des raisons pour lesquelles les gens s'installent dans les communes rurales et dans les communes périurbaines de cette taille-là. C'est-à-dire essentiellement entre 2000 et 20 000 habitants. Parce que effectivement il y a la proximité de l'environnement, parce qu'il y a une qualité de vie, une moindre pollution de l'air, etc. Il y a on pense d'abord à des qualités environnementales. Mais il faudrait pas que les communes s'arrêtent à cette catégorie d'atouts-là. Et même ces atouts-là, il faut les travailler. Il faut que l'environnement proche, il soit accessible. Faire des cheminements piétons, faire des balades de déambulation possibles dans des espaces boisés, etc. Ça se travaille aussi avec tact, avec nuance, mais ça se travaille. Et puis surtout, tous les atouts dont on a parlé précédemment, il faut aujourd'hui y réfléchir sérieusement sur toute catégorie de communes rurales. Travailler l'habitat, travailler l'offre de services, travailler l'offre de mobilité, travailler la dynamique de la citoyenneté. C'est aussi des atouts qui, à court terme, seront appréciés des nouveaux habitants parce qu'ils seront plus faciles, sans doute, à percevoir et à atteindre. Les logements seront sans doute moins chers également
diversifié et moins cher par exemple, et ça compte dans l'attractivité d'une commune, mais même pour les habitants qui habitent déjà la commune depuis un certain temps. Alors Sophie, est-ce qu'on a des questions pour Monsieur Yengue? Donc une question concernant les espaces publics, partant de la du constat du fait qu'il est très difficile de faire sortir les gens de chez eux. L'espace rue n'est-il pas en train de se transformer en un espace multifonction? Oui, bien sûr. C'est l'espace accessible à tout le monde. C'est l'espace dans lequel on projette plein de choses qu'on n'a pas forcément chez soi. C'est l'espace pour lequel l'entretien, j'allais dire quotidien, ne coûte pas cher. Je connais pas mal de collectivités qui misent justement sur des constructions, maisons, etc., mais avec des jardins collectifs, parce que tout le monde va vers le collectif. Si je peux aller plus loin, 2 secondes, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec le CAUE du Loir-et-Cher dans une petite commune, Montdoubleau, dans le 41. On travaillait justement sur la revitalisation des centres-bourgs. Et le point sur lequel nous avons travaillé avec un énorme succès, ça a été l'espace public. Parce qu'il s'agissait notamment, la thématique du travail, c'était la vacance des logements en centre-bourg. Donc, on est ici dans l'espace privé. Mais l'action de la collectivité avec l'appui du CAUE a été de travailler sur l'espace public. Et en travaillant sur l'espace public, il y a eu une attraction énorme sur la commune, dont l'espace public est peut-être le levier sur lequel on pourrait travailler. Le département de la Vienne est le premier partenaire des collectivités historiquement depuis plus de 30 ans. Il apporte aux communes, par l'intermédiaire aujourd'hui de son système Active et Active Flash, des aides en fonction des besoins des communes, en fonction des typologies d'investissement, avec l'aide sur le patrimoine, pour tout ce qui est patrimoine bâti, avec l'aide à la revitalisation des centres-bourgs. C'est de l'investissement local, de l'emploi, et pour nos entreprises, mais aussi de l'emploi pour nos habitants. Au niveau de l'ingénierie, le département apporte effectivement un appui avec nos collaborateurs pour la préparation des dossiers. Et en même temps, on peut avoir, avec l'agence technique de la Vienne par exemple, en fonction des typologies de projets, une recherche du meilleur et du plus grand nombre de financeurs possible. Le CAUE apporte aussi beaucoup de conseils, évidemment pour nos collectivités, communes, intercommunalités, en termes d'urbanisme, d'architecture, et puis une vision aussi sur l'environnement, beaucoup sur les zones humides, sur les paysages, avoir du recul, prendre un peu de temps pour la réflexion. Nous avons le département de la Vienne et l'association des maires de la Vienne organisé et créé un guide pratique pour pouvoir renseigner, alors tous les nouveaux élus bien sûr, mais aussi les anciens pour raviver la mémoire de tous sur toutes les structures qui peuvent être utiles pour un maire, nouvellement élu ou déjà en place, pour pouvoir apporter des réponses à toutes ces problématiques, à toutes ces questions. Ce guide pratique est vraiment extrêmement bien fait et extrêmement intéressant pour tous. En fait, on se rend compte, et particulièrement dans cette période de pandémie, et avec le confinement du printemps dernier, qu'il fait très très bon vivre dans nos territoires ruraux. Parfois même y travailler, et souvent y travailler, et de plus en plus y travailler. Développer son emploi dans sa commune rurale, avec l'aide du département qui va fibrer tout le département de la Vienne d'ici 2024, mais aussi avec les communes
qui installent parfois des lieux, des tiers-lieux qui peuvent aider à se retrouver à quelques travailleurs, mais aussi peut-être seuls, pourquoi pas, parfois dans la bibliothèque, dans la médiathèque, dans la mairie, pour faire en sorte que ceux qui ont des idées, ceux qui ont des projets, puissent, sans forcément besoin de proximité, travailler, organiser leur vie et vivre heureux d'un univers protégé qui est probablement celui majoritairement du département de la Vienne. Priorisez vos projets et partagez-les. La priorité, ça c'est la vision politique, mais le fait de le partager ensuite avec les habitants, avec les associations, permet en même temps de valoriser les idées, peut-être de les faire aussi évoluer, de les affiner. Et ça, c'est un enjeu vraiment essentiel pour pouvoir avoir des projets gagnants pour toute la population. Très bien. Et concrètement, comment les collectivités peuvent s'adresser à vous? Un contact, un téléphone? Oui. Où trouver ces contacts-là? Alors, toutes les informations sont sur le site du département, sur les référentiels des aides, donc actives. Là, vous trouverez en fait l'ensemble de l'architecture des dispositifs du département, donc sous le vocable active, accompagnement des communes des territoires pour l'investissement dans la Vienne. Et donc, vous avez tous les dispositifs qui existent sur les dotations communes, les projets de territoire avec les contrats, et puis les différents appels à projets. Donc, tous les dispositifs ont été référencés. Et puis, vous avez les coordonnées pour nous joindre. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir intervenir avec Jean-Louis Yengue. Est-ce qu'on a moyen d'échanger avec lui pour reprendre la conversation qui était un petit peu interrompue tout à l'heure? Alors, en attendant, à ce moment-là, Sophie, une question à poser à Béatrice Moussion sur l'aide du département. Les travaux qui devraient donc modifier la donne dans les territoires ruraux et de quelle manière s'y préparer. Et aussi une question sur le fait que lors de les interventions précédentes, il a été souligné l'importance des artisans pour les territoires ruraux. Et donc, pourquoi les regrouper sur une ou deux zones d'activité loin des petits villages? Alors, c'est des questions qui vont plutôt vous concerner, Jean-Louis Yengue. Est-ce que vous avez des avis sur ces deux sujets? Je suis sûr que oui. Le développement du télétravail et le regroupement des artisans sur des zones d'activité. Alors, je vais commencer par le second. Le regroupement dans les zones d'activité, c'est juste pour des questions pratiques. On sait qu'aujourd'hui, les zones d'activité ont besoin d'un certain nombre de services, de fluides. Ça peut être l'arrivée du gaz, ça peut être l'arrivée de la fibre, par exemple. Il est toujours plus simple de les regrouper à un même endroit que de les dispatcher partout. Donc, ça peut être plus rapide à mettre en œuvre, de toute façon. C'est vrai que dans l'idéal, ce serait mieux de les laisser les essaimer un peu partout, mais ça demande un peu plus d'anticipation en termes d'aménagement du territoire et forcément un coût plus important. Donc, il est souvent plus simple de les regrouper, notamment pour les questions de la fibre. Pour la question du télétravail, c'est une question très compliquée, c'est pour ça que je l'ai mis en second. En théorie, c'est parfait le télétravail, mais il faut déjà avoir les connexions qui vont avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est au niveau de la 5G, mais on oublie encore qu'il y a des territoires où la 3G passe à peine. Donc, j'ai comme l'impression que le télétravail n'est pas forcément la panacée, même si on va vers. Mais je pense qu'en arrivant dans un espace rural, en pensant au télétravail, on découvre d'autres éléments positifs et d'autres éléments positifs qui vont compenser très fortement peut-être une bande passante qui n'est pas à la hauteur. Mais c'est vrai que le télétravail pourrait être l'idéal, mais il faudrait que tout le monde ait au moins la 4G et ça, on n'a pas toujours les manettes pour arriver à cela, ou ça peut être bien plus long. Donc, autant déjà se travailler sur des faits un peu plus faisables dans l'immédiat, dans les 4, 5, 10 ans. Très bien. Et par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, là, vous n'avez pas pu entendre, est-ce que l'université est en capacité d'aider directement les communes à travers les étudiants notamment et les travaux de recherche qu'ils mènent? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que
Maintenant, on est tous d'accord pour dire que les espaces ruraux sont des espaces attractifs, mais pour transformer cette attractivité en développement local, il faut bien sûr se faire accompagner. Et se faire accompagner, il y a plusieurs possibilités, on en a entendu tout à l'heure, mais il y en a une dont on n'entend pas beaucoup parler malheureusement, c'est toutes les compétences que nous avons au niveau de l'université. À l'université notamment de Poitiers, on a un laboratoire qui s'appelle Ruralité que je pilote, et il y a un autre groupement de recherche que je pilote aussi qui s'appelle la Fédération Territoire. Notre expertise est justement d'accompagner les territoires ruraux à aller vers le développement rural et le développement local. Et on se fonde notamment sur le vivier que nous avons, c'est-à-dire les étudiants. Quand je dis il faut se faire accompagner, je l'entendais tout à l'heure, avoir un regard neuf, avoir un regard différent de notre quotidien est toujours bénéfique. Et c'est encore mieux quand il s'agit des jeunes. Il s'avère qu'à l'université, chaque année, on a des jeunes, et ces jeunes arrivent avec souvent notre façon de faire, qui sont toujours bénéfiques pour nos territoires. Donc, on a à disposition de nos élus, nos jeunes qui peuvent venir travailler chez vous sous plusieurs possibilités. Ça peut être des travaux collectifs de promotion. Par exemple, on a un master 5e année d'étudiants qui se forment notamment sur les questions de développement local. Ils peuvent venir faire des diagnostics dans votre commune. Ils peuvent venir interroger les habitants de votre commune pour vous apporter de l'information que vous n'avez pas forcément. Nous, on a cette masse. Ça peut être sous forme de projets de recherche. Ça commence à être un peu plus pointu, où des chercheurs un peu plus qualifiés peuvent venir intervenir. Ça peut être du financement des stages de fin d'année. Bref, il y a un pléthore de possibilités. Pour ça, vous vous adressez à M. Laurent, avec qui nous sommes en contact régulier. Et on a toutes les capacités. Et en plus, c'est du circuit court, hein, c'est vraiment du local, on n'est pas très loin. On a toutes les capacités, bien sûr, pour vous apporter les expertises dont vous avez besoin. Merci, ça fait effectivement partie des ressources locales qu'on peut mobiliser. Alors pour continuer ce petit tour d'horizon des différentes structures qui peuvent être mobilisées, en ce qui concerne le CAUE, Adeline, est-ce que tu veux bien nous rappeler les services que les collectivités peuvent y trouver? Oui, tout à fait. On peut rappeler que effectivement le CAE c'est un outil de diagnostic et d'aide à la décision sur tout ce qui concerne évidemment le cadre de vie, donc c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, de l'urbanisme, du paysage, de l'environnement. Et donc les projets qui sont menés par les collectivités demandent une approche transversale, ce qui permet de répondre à un ensemble de besoins. Et donc le CAE dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui peut répondre à cette approche transversale et ce qui permet en fait d'aborder les projets de manière globale. L'idéal est quand même de faire appel au CAE dès les premières réflexions en fait, avant tout engagement. Et donc, le CAE peut travailler à différentes échelles, que ce soit une échelle communale, intercommunale ou voire même départementale. Et donc, le travail du CAE peut aller en fait de l'étude de l'opportunité de restructurer un bâtiment, par exemple, jusqu'au diagnostic global d'un territoire, mais en passant également par l'étude d'aménagement d'un site, par exemple. Donc voilà. Très bien, merci. Alors, au-delà du département, du CAUE ou de l'Agence des territoires qui peuvent être mobilisés, et sans prétendre toutes les citer, quelques structures, établissements dont vous disposez dans la Vienne qui peuvent être mobilisés, c'est par exemple l'Habitat de la Vienne. L'Habitat de la Vienne, c'est un office HLM qui, à ce titre-là, bien évidemment, intervient en construisant et en gérant un parc de logements sociaux sur l'ensemble du département et qui peut, à ce titre-là, intervenir sur des projets de réhabilitation, particulièrement sur du bâti ancien, voire intervenir sur des opérations de restructuration et prendre part à des projets de revitalisation de centre-bourg. Donc c'est un des acteurs, un des partenaires qui peut être facilement mobilisé. Un autre partenaire qui a été cité tout à l'heure et qui est aussi extrêmement précieux, c'est l'EPF, établissement public foncier, organisé au niveau régional récemment, de la nouvelle région, et qui est un outil extrêmement précieux pour accompagner les communes dans la négociation et l'acquisition du foncier, donc des terrains nus, vierges, parfois agricoles, ou des terrains déjà bâtis sur lesquels les communes vont pouvoir engager des projets. Et ils sont souvent très utiles et indispensables dès lors qu'il y a des projets complexes ou dans des zones un petit peu denses ou des friches qui doivent être réalisées. Autre acteur qui peut être précieux pour vos projets, il s'agit de Solia.
au sein de la maison de l'habitat, qui peut accompagner également les communes sur tout projet particulièrement orienté sur les questions de l'habitat et notamment de la réhabilitation de l'habitat ancien. Et puis, de nombreux autres services, partenaires, acteurs peuvent être associés à vos différents projets. Les services de l'État ou de la région, les intercommunalités qui peuvent également accompagner les projets, l'Agence nationale de cohésion des territoires, créée récemment, pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Donc, autant de ressources, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, on ne va pas toutes les citer ici, ni bien sûr les présenter en détail, mais par contre, vous pourrez trouver à l'issue de cette rencontre, sur le site internet du CAE, Adeline, un certain nombre de ressources. Oui, tout à fait. Donc, vous pourrez retrouver effectivement sur notre site internet, donc www.caue86.fr. Donc, évidemment, les vidéos qu'on vous a présentées pendant ce webinaire, ainsi que le replay intégral en fait de cet événement d'aujourd'hui. Donc, qu'on vous invite évidemment à partager si ça vous a intéressé. Il y aura également les liens vers les partenaires que Frédéric Leron vient d'évoquer, donc ceux qui peuvent être mobilisés dans le cadre de vos projets. Également le lien vers la version en ligne du guide pratique conçu par le département et l'association des maires, dont Monsieur Pichon a parlé tout à l'heure. Et puis également des liens vers d'autres ressources telles que la Fédération nationale des CAE ou encore l'Union régionale des CAE de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le réseau de villes et quartiers de Nouvelle-Aquitaine que par ailleurs je remercie de nous avoir autorisé à diffuser la vidéo qu'ils ont réalisée de Monsieur Perrin. Et donc pour finir, voilà, je vous invite à suivre l'actualité du CAE à travers nos réseaux sociaux, donc évidemment notre page Facebook, notre compte Instagram et celui de Twitter. Voilà, merci. Parfait. Pour conclure notre rencontre, Sophie, peut-être une synthèse des principaux sujets que nous avons abordés sans bien sûr prétendre les épuiser. Alors, une synthèse surtout des remarques que les participants ont bien voulu nous faire à travers soit le chat, soit les questions, notamment sur l'importance de la mobilisation de la population, mais aussi des professionnels, et l'importance de croiser les expertises, donc l'expertise des élus pour la vision politique, l'expertise des habitants en tant qu'usagers de l'espace, et l'expertise des professionnels, qu'ils soient publics ou privés. Donc ça ressort beaucoup dans les questions, et aussi la problématique qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, mais qu'il faut avoir en tête, c'est celle de la place en fait du développement des zones rurales et des petits bourgs au cœur des politiques publiques à l'heure de la grande région, enfin des grandes régions et de la métropolisation. Parfait, merci Sophie. De nombreux sujets, on espère que cela vous aura donné envie ou quelques pistes pour développer vos projets. En tout cas, donc merci aux différents intervenants qui ont bien voulu prendre de leur temps et participer à ces rencontres, que ce soit en présentiel ou à distance. Désolé pour les soucis techniques qu'on a eus. C'était une première et j'espère qu'à l'avenir, on optimisera le processus. Merci à l'Association des maires de France, précieux partenaire de cette rencontre. Merci à Adeline et Sophie, Adeline Courtois et Sophie Aubigny qui ont préparé l'intégralité de cette rencontre. Nos campagnes sont assurément des lieux d'avenir, cultivons-les et en tout cas bon courage et bon projet à tous.